Terre maintes fois racontée par les explorateurs et les aventuriers, le Pérou n'en reste pas moins nappé de mystères. Car les mots de l'homme ne suffisent pas pour dire toute la magie qui opère ici. Les civilisations préhispaniques, désormais évanouies, ont emporté avec elles nombre de leurs secrets. Seul le souffle des derniers Incas chuchote encore le souvenir d'un autre temps. Le Pérou d'aujourd'hui porte l'héritage d'un génie humain qui, comme nul autre, a su écouter les tourments de la Terre. L'histoire de l'Amérique latine est aussi celle de la langue quechua. Avant l'arrivée des Espagnols et de leur alphabet tout-puissant, la culture se racontait, elle ne s'écrivait pas. Jaime Araoz Chacón est l'une de ces voix qui révèlent toutes les nuances d'un monde andin empreint de spiritualité. Jaime se rend aujourd'hui à Misminay, un petit village à 50 km de Cusco. Médiateur auprès des communautés andines, il a passé une année complète à l'écoute des habitants. Problèmes d'accès à l'eau potable, discrimination, exode rural, ils ont enduré beaucoup d'épreuves. Mais grâce à Jaime, le village connaît une véritable renaissance. Les fermes ont été réhabilitées à l'ancienne. Jaime encourage les villageois à conserver leur savoir-faire traditionnel. Mon travail, c'est d'apporter mon soutien et de faire l'accompagnement des communautés et des paysans indigènes. C'est d'écouter, analyser, être un relais, un porte-parole dans les espaces où les communautés ne sont pas écoutées. C'est l'un de mes rôles. L'eau potable est en accès libre, mais l'eau courante n'est pas encore rentrée dans les maisons. Les matins à Misminay sont rythmés par le va-et-vient des habitants se rendant à la source. Depuis plus de 20 ans, Jaime recense minutieusement à la pointe de son stylo tous les trésors de culture vivante, propres à chaque village des Andes. Le tissu andin représente notre façon d'être. C'est un témoignage, notre écriture originale. Il raconte tout ce que nous sommes jusqu'à maintenant. Tous ceux qui vivaient dans les Andes ont souffert de discrimination à cause de nos habits, notre couleur de peau, parce que nous ne savions ni écrire ni lire. Et pour toutes ces raisons, on a beaucoup souffert. Et ça continue aujourd'hui. C'est pas du passé, non. Pour sortir de cette discrimination, on a abandonné nos vêtements et on a adopté d'autres habits. Mais en se couvrant comme ça, ces pires, on disparaît. Nous ne sommes plus rien. Nous avons du poulet, des ailes, des blancs, des pilons, des carcasses, des coups. On a tout ça, mes chers clients. Une livre de chaque? Voilà, ma petite dame.
Comment vont les affaires? Cosa cosa? Perfecto. Uno. A ver, caserita, tenemos fruta para sus días, verdura para que cocinen, pollo, pescado, casera, granadilla, granada, sandía, tomate, zapallo, cebolla, zanahoria casera tenemos, pollo, ala, pecho, espinazo, cogote y cazuela tenemos, baratísimo. Tengo que ir a cada comunidad que me necesita. Je dois me rendre dans toutes les communautés qui ont besoin de moi. Je voyage en voiture, à pied, à cheval, à moto s'il y en a, avec ce qui se présente. Je voyage vraiment beaucoup. Les bus comme celui-ci, c'est ma deuxième maison. Caserita. Toma, caserita. Más para con 4.30. Nous devons enseigner au monde notre savoir. Il faut communiquer avec la mère nature. On doit de nouveau être à son écoute et la regarder différemment. Non pas comme une ressource naturelle à détruire, mais plutôt comme une grande maison pour vivre bien. Les montagnes du Pérou regorgent de trésors. Depuis plusieurs millénaires, les hommes exploitent les salines de Maras, sculptées par leurs ancêtres. Ce sel que nous sommes en train de récolter, c'est le plus pur. Nous l'utilisons pour la consommation humaine. On l'appelle la fleur de sel. Il y a encore une autre couche de sel, plus foncée. Ce sel, nous le ramassons en dernier. Nous l'utilisons comme engrais et aussi comme médicament. C'est un sel très curatif. Organisées en coopérative, les 520 familles de la communauté se répartissent les lots et s'épaulent pour leur entretien. Le système d'entraide quechua, appelé Aini, est ici à l'œuvre. La solidarité fait la force. Jaime est un artiste engagé. D'abord instituteur, puis professeur d'art, il peint pour partager son savoir, en véritable artisan d'une mémoire collective. Ses œuvres, il ne les vend pas. Il les destine à ceux qui ne lisent pas. Il réalise des calendriers agricoles et rituels, véritables encyclopédies propres à chaque village. Entre 1 et 2 années d'observation et de travail sont nécessaires pour aller jusqu'au bout d'un tableau. Il en a peint une vingtaine.
Chaque village a sa propre notion du temps. Chaque communauté a ses cycles, sa façon de vivre, de fabriquer ses vêtements, de construire ses maisons. Chacun a ses coutumes et ses traditions. Donc, chaque village a son propre calendrier. Il représente toute notre cosmovision, andine, quechua, aymara et amazonienne. La cosmovision andine est une façon d'interpréter notre monde et notre culture. Une des façons de voir avec clarté la cosmovision, c'est dans un puits d'eau. Quand tu jettes une pierre, ça commence à faire des ondes, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois arrivés au bout, les ondes reviennent. Nous faisons la même chose. Quand nous élargissons nos connaissances, arrivés à un stade important du savoir, on doit retourner aussi à l'essentiel, aux bases, pour pouvoir transmettre. Sinon, on ne pourrait pas enseigner. Le site de Moraï symbolise cette cosmovision andine. Ce laboratoire de recherche agronomique permettait aux Incas de créer des nouvelles espèces, résistantes au froid et à l'altitude. Ils reconstituaient des microclimats grâce à un système de terrasses concentriques. Si on utilisait ce site comme en son temps, on produirait des semences de meilleure qualité pour le monde entier. On pourrait recommencer à apprendre à partir d'ici. C'est comme si on était dans un utérus. C'est retourner au ventre de maman et renaître. Jaime part à la rencontre d'un peuple méconnu, les Queros. Situé à 4200 mètres d'altitude, le village de Quicos est depuis peu relié par une piste. Jusqu'alors isolés du reste du monde, les Queros sont considérés comme les derniers ambassadeurs de la civilisation inca. Comment il s'appelle? C'est Mestiça. C'est un bel alpaga. Vous les vaccinez tous les combien de temps? Souvent ou pas? Tous les 6 mois. On On ne doit pas compter les animaux parce que c'est un secret. Si on les compte, ça paralyse leur procréation. Donc il ne faut pas les compter si on en veut beaucoup. On dit juste qu'on a des animaux, mais on ne sait pas combien. Durant une année, Jaime va passer 1 semaine par mois au village. Il va partager le toit et le couvert avec chacune des familles. Il va les écouter, mais aussi les informer des dangers. Prospection minière, mission évangéliste, disparition des glaciers, les préoccupations ne manquent pas. Dis-moi mon frère, comment tu vois les choses ici? On va parler de toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Il y a des choses qui nous sont parvenues, la route, la lumière, l'électricité, et ça nous ouvre les yeux. C'est mieux qu'avant. Maintenant, on veut rester. Ceux qui partent, c'est pour le travail.
Les Kéros souhaitent lui faire découvrir un lieu d'une grande importance. Une grotte sacrée, que seuls les initiés connaissent. Une cérémonie va être organisée pour accompagner son travail. Venez ici, esprit. Venez prendre soin de mon petit frère, pour qu'il soit bien reçu partout, même à la ville, pour qu'il ait de l'or et de l'argent, au nom de tous les esprits. Ils sont dépositaires d'un savoir et reconnus comme les héritiers des dernières communautés incas, de cette culture millénaire. Ils détiennent le pouvoir de communiquer en permanence avec les montagnes. C'est un mode de vie fondamental, en conversation avec la terre-mère, avec les apous, les dieux des montagnes et d'autres dieux protecteurs sacrés. La conversation avec eux est absolument essentielle, cruciale. Si nous n'exprimons pas notre spiritualité, on cesse d'être qui nous sommes. On perd notre culture. D'ici naissent le chant, le vêtement, les semences. D'ici naît tout ce que nous partageons et que nous vivons jour après jour. Sur notre terre, chez les Kéros, on n'emploie pas de produits chimiques. Nos pommes de terre et nos autres produits sont naturels. C'est pour cette raison que nous faisons des cérémonies d'offrande à la terre, pour la remercier. On le fait comme au temps des Incas. On traite la terre avec respect. On fait ça en secret. On ne révèle pas tout aux yeux du public, aux gens des grandes villes. Dominga est l'élu des esprits. Elle jouit d'un statut à part dans la communauté. Elle est chargée d'invoquer les apous, les dieux des montagnes. C'est bien la Pachamama, la terre-mère, qui nous donne les belles patates. Si elle ne voulait pas, on ne récolterait rien. Pour toutes les communautés qui ont un héritage culturel, le danger c'est l'aliénation, l'acculturation, l'assimilation face aux autres cultures dominantes. C'est un danger pour nous tous. Ce que nous avons est unique. Si on le perd, ce n'est plus possible de le retrouver. Ou alors, ce serait très difficile. Nous pourrons toujours le faire comme un amusement, un folklore pour un événement. Mais le vivre, ce serait presque impossible. C'est un défi. Parler aux montagnes et écouter la terre.
Pérou, le sol tremble et les montagnes grondent au diapason de la ceinture de feu du Pacifique. À sa façon, José del Carpio a lui aussi le pouvoir de déchiffrer la musique tellurique. À plus de 4300 mètres d'altitude, le geyser de Pinchoyo crache de la vapeur d'eau, chauffée par les entrailles de la Terre à plus de 85 degrés. La planète est bien vivante. Nous faisons des relevés. On prend sa température pour voir si elle est malade ou en bonne santé. En réalité, l'activité générée dans cette zone est provoquée soit par les volcans, soit par la dynamique interne de la Terre. Quand je vois ce type de manifestation comme ce geyser, je pense que c'est une fenêtre pour regarder à l'intérieur de la Terre. Et je voudrais rentrer dedans et voir ce qu'il y a de plus en profondeur. C'est émouvant et c'est quelque chose qui m'interpelle en tant que scientifique. C'est pourquoi j'aime ce métier. José est vulcanologue à l'IGP, l'Institut de géophysique du Pérou. Il est chargé de la surveillance de l'activité sismique et volcanique au sud du pays. La région d'Arequipa concentre tous les volcans actifs du Pérou. Avec l'aide d'Omar, José va surveiller le volcan Sabancaya, littéralement la langue de feu. La sismologie, ou plutôt cet équipement géophysique, enregistre le pouls de la Terre. C'est comme le stéthoscope du docteur, qui va contrôler ton cœur. L'équipement fonctionne pareil, mais pour la Terre. On n'a pas meilleure méthode à ce jour et à l'observatoire, on obtient beaucoup de résultats. L'équipement va rester ainsi enterré, alimenté par un panneau solaire. José reviendra dans 2 mois collecter les précieuses données. Le canyon de Colca est le 2e plus profond du monde. 3200 mètres de dénivelé, soit 2 fois plus que le Grand Canyon. La forte activité tellurique a donné naissance à une immense faille de 100 km de long, irrésistiblement creusée par le lit de la rivière. Ce paradis géologique n'a pas échappé à l'œil des condors. Ils sont plus de 40 à nicher sur ces falaises et à déployer leurs 3,50 m de voilure pour planer sans effort. Le vrai nom de ce lieu en langue aymara, c'est Charlia.
Ça signifie que c'est un lieu sacré où l'on vénère une divinité. Le condor était très important pour les gens d'ici, et il est encore aujourd'hui, parce qu'il représente le monde d'en haut, ou l'âme d'une personne quand elle décède. Et où vivent les âmes dans la pensée andine? Dans la montagne. Et où vivent les condors? Dans les montagnes. Les condors étaient là avant les Incas. Au Pérou, le spectacle d'une nature animée par des forces mystérieuses fascine depuis toujours les hommes. Elle provoque leur imagination et ravive leurs croyances. Les Incas ont toujours considéré les montagnes comme des lieux sacrés, et les volcans aussi. Au fil de nos missions, nous avons trouvé des momies en position fétale au fond des ravins et à l'intérieur des cratères. Parce qu'ils croyaient que les volcans, comme les montagnes, étaient le ventre du monde. Pour eux, déposer les morts dans ces endroits signifiait qu'on les envoyait vers une autre vie. Era regresarlos a otra vida. Tutupaca, Yucamané, Misti, Tixani Pichu Pichu, Chachani, Hubinas, Aynaputina. Loin d'être des incantations, voici les noms chantants de ces volcans, tous bien vivants. Leur respiration colore le ciel. Leurs grondements font vibrer l'altiplano. Tous font peser la menace d'une grande explosion. Certains font l'objet d'une attention particulière, comme Hubinas. En 2006, la population installée sur son flanc a connu l'enfer. Un immense nuage de cendres est venu s'abattre sur le village de Querapi. Querapi est situé à 4 km du cratère. Et la quantité de cendres qui est tombée sur le village a été très nocive pour la population. En 2006, il y avait une grande confusion. Personne n'était préparé pour une éruption volcanique. Donc, les autorités ont décidé d'évacuer le village. À 2 kilomètres seulement de Querapi, le village d'Hubinas a connu les mêmes tourments, mais il est toujours habité. En toile de fond, le sommet du volcan voile l'horizon et inquiète la population. José s'y rend une fois par mois. Il communique avec les autorités locales sur les risques d'éruption. Claudio. Hola. ¿Cómo estás? Selon cette carte des risques, Hubinas est dans la zone orange. On va baisser le niveau d'alerte à jaune. La population sera plus tranquille, n'est-ce pas? Oui, les gens ont conscience du danger et on respecte vos recommandations. Pour mener à bien son travail, José peut compter sur l'aide de Melquiadez, un habitant du village. Il grimpe sur le volcan depuis l'âge de 7 ans. J'ai toujours la curiosité de grimper sur Hubinas et de voir ce qu'il y a au fond du cratère. J'ai toujours aimé ça. Je monte plusieurs fois par semaine. Et ce mois-ci, j'ai grimpé 3 ou 4 fois, de mon propre chef. Personne ne m'a demandé, mais je voulais voir la lagune que je n'avais jamais vue. C'est très beau. C'est une expérience de plus que je n'oublierai jamais. Quel jour es-tu monté? Quand as-tu vu cette lagune? Le 3 avril. Nos encontramos en el mismo cráter del volcán Hubinas. Observamos en el fondo del cráter del volcán Hubinas una laguna natural. Ahí observamos.
La chose la plus incroyable avec les missions sur les volcans, c'est de travailler à des altitudes très hautes. Les volcans qu'on surveille au Pérou sont à environ 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est exténuant, mais ça élève notre âme de savoir qu'on travaille pour le bien commun. L'ascension d'Ubinas est une aventure à couper le souffle, dans tous les sens du terme. À plus de 5000 mètres d'altitude, l'oxygène se fait rare. Aujourd'hui, le volcan semble dormir paisiblement dans son lit neigeux. Une quiétude trompeuse. Ils connaissent son autre visage. Le 6 avril 2015, ils étaient aux premières loges lorsque le volcan leur a fait cadeau d'un incroyable spectacle. Nos encontramos en el mismo cráter del volcán Ubinas. Observamos los impactos. Está muy caliente. La zona de bombas inmensa. Corres de frente al hueco y calculas su largo y su ancho con pasos. Calcula su largo y su ancho con pasos. Y ahí puede tomar foto porque ya no hay viento. Tome foto de una vez. Copiado, doctor, copiado. Ya hemos tomado fotos y filmado. Un cráter de 23 por 15. Une fois, on travaillait dans le volcan et on nous a dit par radio que l'activité avait augmenté, alors que nous étions dans la caldeira. Apúrense, tomen foto, varias filmen y vénganse, regresen, ya no se queden mucho. Y no se, por favor, no se queden mucho, regresen. Notre réaction fut rapide. Ils nous ont dit d'évacuer. Et à mi-chemin, alors qu'on sortait du volcan, il y a eu l'explosion. Son las 8:48 minutos. Nuevamente hubo una gran explosión en el volcán Ubinas, así como estamos viendo en estas imágenes. Esta es la explosión. Saca foto, saca foto, saca foto. C'était incroyable. On s'est rendu compte que le travail que nous faisions à l'observatoire commençait à porter ses fruits. Et donc ce risque que nous prenons, nous, petite poignée de scientifiques, cela nous aide aussi sur d'autres volcans comme El Misti, qui abrite une population énorme. El Misti signifie le monsieur. 1 million d'habitants vivent à ses pieds. Il s'est réveillé en janvier 2016 et émet des gaz extrêmement dangereux. Une menace énorme pour la population d'Arequipa qui ne cesse de croître et qui s'installe toujours plus près du colosse. Dans un autre temps géologique, une éruption d'une force inimaginable a provoqué une vague de cendres en fusion. Une coulée de 18 km, aujourd'hui exploitée par l'homme. Cette pierre de taille tendre a permis la construction de la ville d'Arequipa et lui a donné le surnom de ville blanche. La nature nous donne d'incroyables explosions volcaniques, mais en même temps, elle nous laisse des matériaux avec lesquels nous reconstruire.
Pendant des décennies, durant les séismes qui se sont succédés à Arequipa, la cathédrale a été détruite et rebâtie un nombre infini de fois. Ce sont les deux choses qu'offre la vie. Elle nous donne, puis elle nous reprend. C'est ça le sens de notre existence. Au Pérou, la nature intimide, mais elle n'effraie pas les plus téméraires. Les hommes ne craignent pas de se mesurer à l'exigence des éléments. Grandir dans les Andes offre une vision d'un monde qui se compose à la verticale. J'ai toujours aimé les défis. Ça a toujours guidé ma vie. C'est ce qui fait de moi un aventurier. L'ingénierie m'enchante, la technologie m'enchante. Le fait d'être dans un lieu pas facile d'accès, où tout le monde ne va pas. Il y a plein de choses qui m'inspirent tous les jours. La vie quotidienne m'inspire. Bienvenue dans le quotidien d'Ario Ferri, un homme perché, à l'imagination sans limite. Ça, c'est la porte d'entrée. C'est une coupole transparente pour pouvoir voir la vallée d'Ollantaytambo. Là, c'est le sol en bois. Cette capsule sera la salle à manger. Cette partie elliptique sera transparente pour la vue sur la vallée. Et de là, jusqu'à l'arrière, c'est la roche naturelle. Ce sera fixé à la paroi. Là, il y aura les grottes, les plantes, les orchidées suspendues. L'eau va couler en dessous quand il pleut. Et l'autre porte donne sur la salle de bain qui aura aussi un sol transparent. Artiste, artisan et architecte autodidacte, Ario n'a pas quitté ses rêves d'enfance et de cabanes perchées. Amène la porte, on va faire un test. Inspiré par les récits d'aventure et d'aérospatial, fasciné par ces nuits passées suspendues à des falaises, Ario a conjugué toutes ses passions et a inventé un système de capsules habitables, des gîtes futuristes qui s'accrochent aux montagnes. Firma. Ya, sí es, esta es. Perfecto. C'est sur les versants verdoyants de la vallée sacrée qu'Ario a décidé d'accrocher son rêve. Un rêve qui cache une réalité incontournable, celle de devoir absolument tout acheminer à dos d'homme. Pas de route ni de chemin pour accéder aux capsules, 400 mètres plus haut. Une folie qui se mérite. Le projet est pharaonique. Il a débuté avec l'installation d'une via ferrata. 900 barres métalliques fixées à la paroi pour faciliter l'ascension et atteindre l'objectif en 1h30. Ario peut toujours compter sur son grand ami Americo, guide de haute montagne comme lui. L'histoire de cette via ferrata commence quand je suis arrivé dans la vallée. J'étais stupéfait par la beauté des montagnes. Ici, l'alpinisme n'était pas développé. Et il m'a semblé que c'était le moment de commencer une initiative novatrice. Je voulais passer un maximum de temps en montagne. Mais les voyages de plusieurs jours me tenaient trop longtemps éloigné de ma famille.
Pour partager sa passion du vide avec le plus grand nombre, Hario a poussé l'aventure jusqu'à créer le Sky Lodge, littéralement l'hôtel du ciel, opérationnel depuis juillet 2013. Le Sky Lodge est une auberge. On pourrait aussi l'appeler refuge, capsule ou camp de base. Moi, j'appelle ça un module de vie verticale. Celui-ci est équipé pour 4 personnes pour passer la nuit suspendue avec une vue incroyable sur la vallée sacrée et pour ressentir ce que c'est de dormir sur une paroi, d'être presque un condor. Sur les 3 capsules, 2 sont destinées aux courageux visiteurs. La dernière est dédiée à assurer la logistique, sorte de camp de base pour travailler sur le site. Le projet touche désormais à sa fin. Il ne reste plus qu'à accrocher sa dernière création, la salle à manger. Bénis ce qu'on est en train de faire. Nous t'offrons ça avec notre cœur, avec mon frère ici. Accompagne-nous bien. On te demande la permission de faire un trou. Tu la tiens? Oui, je la tiens. Installe-toi bien. Je suis prêt. C'est parti. Il a fallu 6 mois de recherche pour trouver la falaise qui allait héberger son projet. Car dans la vallée sacrée des Incas, chaque pente, chaque sommet, chaque arête accueille des vestiges désormais protégés. Les Incas étaient de grands montagnards. Ça a été difficile de trouver une paroi où il n'y avait pas de ruines. Je crois qu'ils sont passés par ici d'une façon ou d'une autre. Les Incas sont une source d'inspiration constante. Avec leurs canaux d'irrigation pour l'eau, les ruines suspendues, sans aucune technologie, juste avec l'intelligence et en contact avec les dieux sacrés, les Apus. Je crois que ça, nous le partageons encore. Bâtisseurs de génie, les Incas maîtrisaient toutes les problématiques de la vie en haute montagne pour mieux régner sur les plaines. Au Pérou, les ruines sont à peine effleurées par le temps. Elles forcent le respect envers ces architectes visionnaires qui, comme Hario, ont repoussé les limites du possible et construit des structures inimaginables sur les sites les plus fous. Je crois que ma passion pour la construction a commencé avec mes premiers Legos. En plus, je vivais dans un lieu où la seule façon d'avoir quelque chose, c'était de le construire. On n'avait pas d'argent pour acheter des choses. Et tout venait de loin. Il n'y avait même pas de magasin. Donc toute ma vie, j'ai fait comme ça. J'ai construit à chaque étape le nécessaire. Pour pouvoir construire le Sky Lodge, ça m'a pris de nombreuses années.
Il a d'abord fallu trouver tout le matériel qui n'existait pas à ce moment-là au Pérou. Commencer avec les dessins, l'ingénierie. Et en même temps, aller voir les lieux, tester les endroits, la fracturation de la roche. Puis commencer la construction, trouver les bonnes personnes, souder l'aluminium. C'est un processus qui s'est développé peu à peu. Le temps total passé ici, suspendu à la paroi, ça fait quasiment une année. Des journées de 12-14 heures. Un año, días de 12 horas, 14 horas. Oh, gracias, papicha. La paroi et moi, on a une relation intense. Larga. Larga. C'est la dernière ligne droite. J'installe les attaches de sécurité pour dormir en toute tranquillité. Et toi, Américo, comment tu te sens? À l'intérieur, ça va, mais à l'extérieur... Moi, je m'éclate. Une journée de plus au bureau. Quand il n'est pas suspendu à son bureau, Ario peut se vouer à son autre passion, sur la rivière Urubamba, quelques centaines de mètres plus bas. Le piolet et la pagaie sont ancrés dans son ADN. La rage de vivre pour moteur et l'adrénaline comme carburant, de son enfance passée à tutoyer les sommets de la Cordillera Blanca, Ario a gardé le goût du risque et de l'exploration. Touche à tout, il a d'abord été guide en eau vive. 15 ans passés sur les rivières du monde avant de revenir au Pérou pour y jeter l'ancre. Ma relation avec la rivière, c'est celle d'un poisson avec l'eau. Du temps où je travaillais sur la rivière, je ne pouvais pas passer plus d'une journée hors de l'eau parce que j'avais l'impression de dessécher. J'étais anxieux, quelque chose me manquait. Et c'était l'eau qui me manquait. Aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce au kayak. Le kayak m'a formé comme le sillon de l'eau. Sur les rivages de Piuraï, Ario fête aujourd'hui ses 36 ans. Père de 3 enfants, il célèbre plusieurs vies déjà bien remplies. Au Pérou, on fête les grands jours autour d'une pachamanca, littéralement le four dans la terre. Sur des pierres chauffées pendant 5 heures, on cuit les aliments au contact direct avec les éléments. Je n'ai plus cette nécessité de vouloir prouver quoi que ce soit à quiconque, même à moi-même. Je préfère faire quelque chose de cool avec mes enfants plutôt que de faire quelque chose de trop extrême. Je crois que ça fait partie des changements physiques et psychologiques que connaît un homme quand il devient père. Ce lac, c'est un lieu spécial où je viens passer du temps avec ma famille. C'est un endroit clé, un lieu qui m'a beaucoup inspiré pour mon prochain projet. Mais j'ai choisi de l'installer sur le lac Titicaca, car il nous donne beaucoup plus d'amplitude. On peut bouger, on peut être loin des rives, on a une vue dégagée. Le défi est plus grand là-bas. Toujours en ébullition, Ario peaufine sa prochaine création, l'Aqualodge, une capsule flottante et transparente en forme de demi-bulle qui dérivera au gré de ses envies sur le plus grand lac du Pérou. Un autre rêve de gosse qu'il pourra bientôt partager. En attendant, il soigne ses dernières nées. Éprouvées par les intempéries, à plus de 3000 mètres d'altitude, les capsules demandent une attention particulière. Le travail est sans fin. Je ne pense pas être fou.
Être fou, c'est être face à un ordinateur 8 heures par jour et gâcher sa vie. Pour moi, ça c'est fantastique. C'est ça la vraie vie. C'est la nature. C'est ce qui nous maintient en vie, ce qui nous donne de l'énergie et l'envie de continuer.